Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Antoine Pétavin. L'objectif, c'est de l'interviewer un petit peu sur son parcours, sur ce qu'il fait actuellement et ce qu'il vous recommanderait en 2019 pour toute personne qui lance un business ou qui a déjà un business sur Internet pour le faire évoluer. Salut Antoine, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Pour ceux qui ne Salut te... Benjamin, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter justement pour les personnes qui ne te connaissent pas, dire un petit peu ce que tu fais, surtout à qui tu t'adresses? Alors, je m'appelle Antoine Pétavin, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants. J'habite dans le sud de la France, entre Marseille et Aix. Et j'ai la chance, en tout cas, c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne, de vivre d'Internet depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et j'ai deux grands piliers dans ma vie. Et c'est aussi ce en quoi je crois au final, c'est l'amour d'un côté. Donc j'ai un site qui s'appelle je récupère mon ex.com, qui est un nom rigolo, qui est assez explicite pour le coup. Et je donne des conseils de marketing pour gagner de l'argent. C'est ma deuxième activité. Et parce que je pense que dans la vie, si on a amour, argent et éventuellement santé, on est assez bien parti pour être heureux. Ah, on peut vivre sans, hein, au passage, on peut vivre sans amour, sans argent et être très heureux aussi, mais j'ai remarqué que généralement, en ayant les deux choses-là, on est un peu plus heureux. Carrément. C'est top, c'est énorme. Depuis 10 ans, tu as dû voir énormément d'évolution sur le web entre ton tout premier business et maintenant. C'est quoi un peu Ouais, les principaux changements? j'en parlais justement avec des amis dans le web et on s'est posé cette question, c'est qu'est-ce qui au final avait changé sur Internet en 10 ans? Et la bonne nouvelle, c'est que 80% des choses sont les mêmes. C'est l'excellente nouvelle. Sur le fond, c'est fournir des services de qualité, s'occuper de ses clients, être motivé et heureux par ce qu'on fait, donner aux gens envie d'aller plus loin, de résoudre des problèmes, de les accompagner. Ça, c'est des choses qui n'ont pas changé. Le discours marketing aussi, d'ailleurs, au passage. Il y a des choses qui, de manière invariable, marchent depuis 10 ans sur Internet, mais marchaient même quasiment jusqu'au siècle dernier. On retrouve des fois des argumentaires de vente des années 1920 ou 1930 qui sont encore extrêmement d'actualité. Et dans les choses qui ont changé, c'est pas le fond qui a changé, c'est la forme. C'est comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place ces offres, ces arguments, sur quelle plateforme. Est-ce qu'on passe plutôt par Google, par des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Et c'est vrai qu'à chaque année, c'est petites tendances. Et donc, il faut savoir en permanence se remettre dans la tendance du moment si on veut augmenter ses chances de cartonner, être dans des stratégies qui marchent aujourd'hui et non pas des machins qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans. Je trouve ça génial que tu dises que finalement 80% n'a rien à changer en fait en soi. Et moi, je suis le premier à Exact. promulguer ça. Et quand je vais animer des coachings, même des conférences, je vais même dire qu'Internet en soi n'a pas révolutionné le marketing. C'est juste un levier supplémentaire. Donc, je trouve ça top que tu accentues là-dessus. Si on revient sur les 20%, c'est quoi en 2019 pour toi, justement, les nouveaux 20% entre guillemets sur lesquels il faut accentuer? Il y a en 2019, écoute, je vais essayer de te résumer ça par de manière structurée parce qu'il y a les 20% représentent quand même, enfin, il y a quand même pas mal de points dedans et on va essayer de les prendre un à un. Tout premier point en 2019, c'est la partie sociale. Il était possible pendant très longtemps d'être absolument inconnu, de faire des offres, de faire des pubs Google avec un prête-nom, etc. En 2019, on réalise que le plus gros moteur de publicité au monde, c'est Facebook. Ça représente des centaines de milliards, j'ai un petit doute sur le montant, des centaines de millions de dépenses par mois. Et sur ce réseau social, tes publicités ou ta communication est toujours attachée à ton nom, à toi. Et derrière, ça implique que tu ne peux pas juste, comme jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, tu ne peux pas juste faire une pub anonyme, etc. Ce sera rattaché à ton nom ou à ta page ou à un organisme existant. Donc, ça veut dire que tu le veuilles ou non, bah, je dis pas ça pour toi, pas, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'intégrer cette dimension sociale et de se construire une image. On parlait beaucoup du persona du client, et il y a aussi le deuxième persona, c'est le sien. C'est quelles sont les valeurs que j'ai envie d'envoyer à mes clients, quel est le discours, quels sont les piliers que je montre, quelle est la vie que j'ai moi et que je vais montrer derrière. Parce qu'aujourd'hui, un client peut-être te voir 5 à 10 fois en pub ou 5 à 10 fois avec des posts avant de se décider à passer à l'action. Donc, il est important de se demander qu'est-ce que je représente sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres choses dont on parle un peu moins. C'est que ces réseaux sociaux vont favoriser des gens qui génèrent de l'intérêt et qui ont déjà des audiences.
Si par exemple, on va prendre Marc et Luc, si Marc démarre un compte Facebook avec rien dessus et aucune interaction, aucune photo de sa propre vie, etc., et lance des pubs, eh ben, il marchera moins que Luc, qui a déjà 100 000 abonnés, qui a déjà une communauté, qui a déjà des fans, etc. Les pubs pour celui qui a déjà une communauté seront moins chères. D'où l'importance d'avoir une image en ligne, une présence en ligne permanente. Et si on regarde du côté des Américains, 2019 a vraiment changé ça chez eux, c'est qu'on a des gens qui, on pourrait même dire, qui vomissent du contenu. Il y en a tout le temps. Les gens sont, je pense à Grant Cardone, à Frank Kern, même à Russell Brunson, qui n'était pas très réseau social au début. C'est des gens qui vont publier quasiment chaque jour, ou Dan Lok, c'est des gens qui vont publier chaque jour du contenu et du contenu et du contenu. Et ils vont privilégier la quantité à la qualité en permanence. Faire parler d'eux en permanence. Ok, je me permets juste de te couper là-dessus. Pour moi, c'est hyper important. Je suis toujours à promouvoir la qualité avant la quantité. Tu viens justement de Oui. dire l'inverse, de dire que maintenant, on n'est plus sur de la quantité de la qualité. Est-ce que, à ton avis, ouais, c'est vraiment le cheval de bataille, ça, en 2019, de faire de la quantité, d'être présent vraiment au quotidien pour sa communauté, pour ses éventuels prospects? Alors, je te dis ça vraiment, c'est des choses que j'observe vraiment aujourd'hui. Il y a deux grandes écoles. L'école de la qualité, Google. Google dedans, je mets AdWords, Google Search, YouTube. Google a annoncé qu'en 2019, il voulait privilégier la qualité. En gros, là où dans le temps, quand tu faisais par exemple dans l'école Google, tu faisais une vidéo qui durait 2-3 minutes chaque jour pour faire de la présence, etc. Toutes ces chaînes qui faisaient beaucoup de vidéos mais qui n'étaient pas très intéressantes, depuis quelques semaines sont sanctionnées par Google, elles ont moins de visibilité. Et ils vont mettre en avant des vidéos de qualité. Par exemple, je ne sais pas s'ils l'ont annoncé ou si c'est juste des bruits de couloir, mais des vidéos qui durent 10 à 15 minutes de qualité sur YouTube remportent en ce moment la mise. En ce moment. Parce qu'ils veulent que quand tu ailles chez eux, tu trouves des choses de qualité. Et à côté de ça, on est dans l'école Facebook. Alors, encore une fois, je peux me tromper, c'est juste ce que j'observe en ce moment. Il y a plein de gens qui avaient, comme dirait Macron, c'est avoir le juste mot, la politique de réfléchir, trouver cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, etc., de dire que des choses précises, etc. On voit que dans les tendances Facebook, on voit vraiment des Américains qui vomissent du contenu en permanence, qui sont tout le temps présents, comme de la junk food, comme si en fait, voilà, je pense à Grant Cardone je ne sais pas s'il est très connu ou pas en France, mais qui fait ses lives pendant qu'il fait son sport, des lives qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, pendant qu'il fait des pompes, etc. Enfin, avec dedans quasiment aucun message en fait. Et on voit que le moteur Facebook va le mettre en avant, va le pousser. Alors, il y a deux théories dedans. Est-ce que peut-être que dans un réseau social, on consomme différemment et on peut avoir plein d'infos et du junk, du discours junk, etc. Et que c'est comme ça que ça se passe, alors que dans Google, on attend de lui une réponse précise. Ou est-ce qu'on peut se dire que Facebook a peut-être tout simplement du retard par rapport à Google, parce que si on se rappelle bien, Google dans le temps était comme ça. Dans le temps, plus tu publiais dans Google, plus c'était mis en avant. Et puis ça a changé après. Mais Facebook est une entreprise plus jeune. Et peut-être que dans Facebook, aujourd'hui, on favorise le vomi de contenu et que dans 5 à 10 ans, ils vont se dire attention, les cocos, on est peut-être en train de faire une erreur et on va changer, on va favoriser la qualité, etc. Peut-être qu'ils sont dans deux cycles qui se suivent et qui ne sont pas au même stade de maturation. Ok, c'est un point de vue très franchement, enfin, c'est hyper intéressant que tu l'aies détaillé comme ça. J'avais jamais entendu ce côté-là. J'ai l'impression qu'on a vraiment un côté pour toi social, quantité, comme tu dis, vomissent du contenu. Ouais. Et c'est clair. Et si on prend des exemples de Grant Cardone ou d'autres où vraiment ça y va, tous les jours, tu as un nouveau contenu qui est plus ou moins intéressant justement. Alors que sur Google, on revient vers la qualité. Et c'est hyper intéressant ton point de vue de voir vis-à-vis de la maturité en fait des entreprises en effet. Et ça joue sans doute certainement là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas, à ton avis, pour terminer là-dessus, un juste milieu justement à trouver entre peut-être soit jouer sur les deux fronts et s'adapter en fait aux réseaux sociaux comme sur Facebook, à se dire je vais faire un maximum de contenu sans que ça empêche de faire de la qualité derrière pour s'adapter à YouTube? Ou est-ce que c'est préférable de se lancer à 200% uniquement sur Facebook ou à 200% sur YouTube ou Google? Il y a une stratégie que j'adore et qui est extrêmement secrète. Et au passage, je compte en faire une formation un jour qui vaudrait une vraie fortune dessus, qui consiste, et je te donne tout aujourd'hui, hein, et je te donne tout ce que je peux, je te le donne aujourd'hui. L'idée est la suivante.
tu as un fond, le fond de ce que tu dis, il est toujours le même, que tu le dises en format 30 secondes ou dans un live d'1 heure ou dans une vidéo YouTube ou dans un article, le fond est le même. Maintenant, on comprend que la forme est différente. Et ce que je trouve extrêmement chouette en ce moment-là, début 2019, c'est que les gens adaptent la forme à l'endroit où ils sont. On leur dit comme ça paraît bateau. Tu dis oui, en effet, c'est vrai, adaptons le bon format au bon endroit. Et du coup, des personnes se retrouvent, et je les vois parce qu'ils expliquent en plus, ils expliquent qu'ils font ça. Lorsqu'une personne a un contenu à dire, admettons, par exemple, je vends une solution, je dis n'importe quoi, je vends une solution pour le mal de dos, admettons. Je vends une solution pour guérir le mal de dos parce que quand on a marre de ne pas pouvoir te lever le matin, quand tu veux soulever tes enfants et que tu n'y arrives plus, etc., ou quand tu veux monter des marches et que ça fait mal, c'est pas agréable. Et il existe des solutions, par exemple, pour se muscler, se gainer, etc. Ça c'est le fond. Au niveau du format, je vais peut-être, du coup, faire une première vidéo avec mon iPhone à bout de bras qui sera mise sur Facebook et qui va durer 2-3 minutes. Et puis, comme c'est encore chaud dans ma tête, je vais peut-être en faire du coup une vidéo avec quelques PowerPoint, un truc un peu plus carré qui va durer un quart d'heure sur YouTube et le mettre sur YouTube. Et puis en parallèle sur Instagram, je vais peut-être faire un live pendant 1 heure ou 2 en même temps que je me gaine pour montrer aux gens l'avantage de se gainer. Donc, les marketeurs deviennent, c'est comme si tu avais plusieurs personnes dans la tête en vrai. Tu as le même contenu, mais en fonction de à qui tu parles et où tu l'envoies, tu vas le mettre différemment derrière. Et puis si jamais je veux en faire une pub, par exemple sur Facebook, eh ben, je vais faire ça. Alors c'est moins de 120 secondes en l'occurrence pour que ça passe sur toutes les plateformes. Je vais peut-être faire une vidéo qui sera un peu plus carrée, avec éventuellement un bord au-dessus, un bord en dessous, avec un sous-titrage pour que les gens puissent te voir. Et je vais l'envoyer. Et c'est une espèce de gymnastique où tu te dis, j'ai un contenu qu'il faut envoyer et il faut toucher le maximum de monde. Grant Cardone, par exemple, alors encore une fois, on parle de lui depuis tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'il soit ultra connu, enfin moi je connais depuis longtemps, mais je ne suis pas sûr qu'il soit ultra connu en France. Il dit la chose suivante. Il explique que quand il est sur les réseaux sociaux, il va répéter le même message avec toujours les 3 mêmes piliers, toujours les 3 mêmes choses qu'il va dire dans toutes ses vidéos. Première chose, c'est enrichissez-vous. Deuxième chose, c'est faites de l'immobilier. Et le troisième, je ne sais même plus, c'est investissez dans la bourse ou je ne sais plus. Bref, il y a toujours ces 3 mêmes piliers. Et quand tu écoutes ces vidéos, dans toutes ces vidéos, il y a toujours le même message quand il est sur Instagram. Le même. Il y a l'endroit qui change, il y a l'heure de la journée qui change, mais c'est toujours le même message. Et il dit la chose suivante. Il dit, si jamais les gens ne vous ont pas vu une première fois, peut-être qu'ils auront la chance de vous voir le lendemain ou le surlendemain. Mais votre message doit être diffusé en permanence, de manière à donner envie d'aller aux gens, d'aller plus loin que tout ça, de passer à la suite. Il dit si jamais, et c'est une erreur qui est assez classique en fait, on se dit voilà, j'ai fait une vidéo un jour qui parlait du mal de dos et c'est fini, elle est faite. Mais en vrai, si jamais les gens n'ont pas eu la chance de voir ce live ou cette vidéo sur YouTube, etc., ce message devrait être répété en permanence. Alors, tu sais, on cherche toujours à se dire qu'est-ce qu'on va donner comme contenu à son audience, etc., comment se recycler. En vrai, peut-être qu'il faut simplement revenir au basique de ce qu'on dit et répéter ce message et donner envie aux gens d'aller plus loin, peut-être en achetant un programme, peut-être en passant par une formation, peut-être en appelant pour un coaching, etc. Mais répéter son message, ne jamais avoir peur de répéter son message parce qu'on l'a déjà fait auparavant. Toujours le répéter de manière un peu différente, avec une accroche un peu différente. Ok. Je pense qu'il y a vraiment une leçon qui est hyper importante à retenir dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, ça peut être le même fond, mais l'adapter finalement au niveau de la forme suivant les réseaux sociaux, en fait. Et en effet, tu peux dire en fait exactement le même message, et tu vas peut-être le marteler pendant une demi-heure sur une vidéo YouTube, et tu vas le faire plus en speed sur Instagram ou autre. Exactement, ouais. Parce que les gens se comportent différemment. Yes. Qu'est-ce que… Ça fait 10 ans que tu es sur le web, c'est énorme sur le web. Je pense qu'on a vu pas mal d'entrepreneurs arriver et se casser la figure et on n'en entend plus parler. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de t'interviewer, c'est que ça fait un bail que tu es dessus. C'est quoi les principaux challenges que tu as rencontrés? Je pense que tu en as rencontré énormément. Si tu devais en citer 2-3 vraiment que tu as rencontrés sur ces 10 dernières années. Et le plus gros d'entre tous, et il y en a eu 2 en vrai. Le premier, c'est que j'ai choisi Internet pour la liberté que ça me procurait, pour le fait d'être habité là où je veux, être dans. J'ai des jolis bureaux. Je vais voir si le Wi-Fi capte assez loin pour vous le montrer. Il y a des jolis bureaux qui sont dans le sud de la France. D'abord, il y a ma jolie femme qui est juste là. Salut. Joli bureau à la plage. En effet, tu as une belle vue. Joli copain marketeur qui sont à côté. On s'est déjà vu. Salut. Et j'ai fait ça pour la liberté. Et malheureusement,
un des plus gros défis que j'ai eu, ça a été de toujours réussir à garder cette liberté et à pas revenir à un schéma traditionnel de je dois me lever le matin, je dois travailler pendant 10 à 12 heures et me coucher le soir. Parce que d'instinct, tu fais ce métier pour la liberté et pour pas être aux 35 heures ou aux 38 heures. Au final, tu fais 72 heures par semaine. Et tu vois, mais parce que le corps humain, l'esprit humain est fait comme ça. Tu fais quelque chose pour être libre et tu te retrouves à plus travailler dedans. Et c'est un vrai travail, c'est un vrai challenge pour moi que de toujours me rappeler que j'ai fait ça pour être plus libre et me détendre, arrêter de travailler comme un fou. Parce que le truc aussi, c'est quand on est motivé, qu'on aime ce qu'on fait, on a toujours envie de bosser plus, on a toujours envie d'aller toucher plus de monde, envoyer son message à plus de personnes, etc. Et c'est un truc qui est exponentiel. À la fin, quand tu bosses un peu plus, tu touches encore plus de monde. Donc tu dis, si je vais bosser encore un peu plus, je toucherai encore plus de monde, etc. Et à un moment donné, c'est savoir se mettre ses propres limites, se dire, voilà, j'ai déjà touché suffisamment de monde aujourd'hui, je vais me reposer, je vais me détendre, je vais faire un tour à la plage, etc. Et le deuxième gros challenge sur 10 ans, c'est quelque chose que j'ai découvert après, c'est qu'il existe des clubs. Il y a le tout premier club, c'est ceux qui veulent se lancer sur le web. Tu gagnes rien et tu veux te lancer dedans. Et dans ce club-là, tous les gens ont les mêmes problèmes. Tous les gens se demandent quel outil utiliser, quel message envoyer, comment faire des pubs, comment faire un blog, comment faire une chaîne YouTube, comment faire des vidéos, quel matériel, etc. Dans ce club-là, tous les gens ont les mêmes problèmes. Et puis un jour, tu gagnes un peu d'argent, tu passes dans le club d'après, de ceux qui génèrent un petit peu d'argent sur Internet. Et une fois que tu en génères un peu, tu vas en générer plus. Et là, ça pose d'autres problèmes. Est-ce que je dois quitter mon travail ou pas? Est-ce que je dois me prendre des bureaux? Est-ce que je dois me déclarer en auto-entrepreneur ou en SASU ou en SARL, etc. Et tous les gens de ce club-là ont les mêmes problèmes. Et le truc qui est bizarre, c'est que là, tu te dis, après ça, il y a ceux qui gagnent leur vie et c'est fini. En vrai, non. Tu as le club de ceux qui gagnent 1 000 euros par mois, le club de ceux qui gagnent 2 000, le club de ceux qui gagnent 10 000, le club de ceux qui gagnent 100 000 euros par mois, ceux qui gagnent 1 million d'euros par mois. Et chaque changement de club nécessite un autre mindset, de penser différemment, de s'entourer différemment. Et tu as assez vite fait, en fait, de rester enfermé dans le club dans lequel tu es. Je ne sais pas si ça parle ou pas comme image. Moi, en tout cas, enfin, dans ma tête, ça me parle. Et c'est toujours un travail d'arriver à passer au club d'après. C'est toujours un gros travail parce qu'il faut se comporter généralement complètement différemment pour gagner 1 000 euros par mois que pour gagner 2 000. Pour gagner 2 000 que pour gagner 20 000, que pour gagner 100 000, etc. Il faut se comporter complètement différemment. Et du coup, il y a une remise en cause qui est permanente là-dedans. Et si tu veux monter, comporte-toi différemment. Fais-toi accompagner. Je ne dis pas ça pour vendre du coaching, mais je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps si je m'étais fait accompagner plutôt que de me dire je vais économiser de l'argent à ne pas me faire accompagner. Et se faire accompagner, fréquenter des gens qui sont dans les clubs d'après, fréquenter des gens même qui sont dans notre club. De toute façon, tout le monde se pose les mêmes questions. Donc, si jamais tu es dans le club de ceux qui gagnent 2 000 euros par mois sur le web, fréquente-les, ces gens-là, et demande-toi comment est-ce qu'ils passent au club d'après. Et quand l'un d'entre eux réussit, demande-toi comment est-ce qu'il a fait et comment tu peux faire pareil derrière, etc. S'entourer permet de gagner beaucoup de temps, que ce soit par des gens similaires ou que ce soit par des coachs ou par des masterminds ou par des formations ou des livres. Et s'entourer, se renseigner, savoir comment est-ce qu'on level up à chaque fois. Ouais, carrément. Je pense que c'est quelque chose moi, que j'ai beaucoup oublié au début et qui a fait une énorme différence justement quand j'en ai pris conscience. Comment est-ce que tu as fait alors? Comment est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé à arrêter de me dire que je savais tout sur le web marketing, vu qu'avant, j'ai bossé en agence web marketing. Donc, quand j'ai démarré, je pensais un petit peu connaître pas mal de choses, mais finalement, se dire que j'avais toujours à apprendre et commencer à m'inscrire, comme tu disais, en fait, d'avoir pris un coach, d'avoir suivi une formation, d'être intégré dans un mastermind. Enfin, des choses qui en soi, maintenant, me paraissent basiques. Et quand je l'ai dit, je me dis, mais pourquoi tu ne le fais pas encore, en fait, quand j'ai des élèves en coaching? Alors qu'en soi, moi-même, je suis passé par une phase où j'en voyais pas forcément l'utilité. Et ça m'amène en fait à une autre question derrière, c'est qu'on est dans un métier où, comme tu dis, on l'a tous fait pour avoir la liberté qu'on a à l'heure actuelle. Comment tu arrives à gérer quand même de temps en temps cette solitude au travail? Est-ce que, tu vois, là en ce moment, je fais cette vidéo avec ces foutus néons, c'est parce que je suis dans un espace de coworking. Je suis dans un espace de coworking parce que moi, j'ai trouvé le juste milieu où justement, je peux rencontrer d'autres entrepreneurs et au lieu de bosser que tout le temps de chez moi, je vais dans un nouvel espace. Comment toi, tu as réussi à trouver le juste milieu finalement entre la solitude, entre guillemets, d'un entrepreneur et derrière arriver à rencontrer du monde et qui sont justement dans ton club, comme tu disais? J'essaye de… Alors déjà, j'ai des phases, je ne sais pas si c'est pareil, j'ai des phases où j'aime bien être seul, où je suis un peu reclus pendant quelques semaines ou quelques mois, seul face à mon ordi, sans faire de clichés, face à la mer, assis avec le cigare et C'est bon, t'es dans le cliché là, trop tard. L'ordinateur, les cheveux au vent, tout seul.
Bon, dans ma tête, c'est comme ça. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Je suis assis à un bureau comme tout le monde. Et des phases où j'ai besoin de voir plus de monde. Et dans ce cas-là, ça peut être par exemple, il y a Ludovic Barthélémy, qui est un ami qui est adorable au passage. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne si vous avez l'occasion. Et, d'aller par exemple passer 2-3 semaines à l'île Maurice pour fréquenter des gens, etc. Mais je crois que j'ai été salarié pendant quelques années, même pendant 10 ans quasiment. On m'a imposé, des collègues de bureau, on m'a imposé une façon de faire permanente. Et j'ai aujourd'hui, dans cette fameuse liberté, j'ai un bonheur à pouvoir décider que là, j'ai des bureaux, mais je peux aussi bien décider demain de ne plus les avoir. Là, je suis assis ici, mais je peux aussi bien décider de partir. J'étais à Andorre il y a quelques jours, me balader, voir des entrepreneurs là-bas, etc. On va aller à Maurice peut-être d'ici 2 semaines. Ça fait partie aussi de la liberté. Décider si tu veux être entouré ou pas, décider par qui tu veux être entouré. On est quand même, je pense que tu seras d'accord avec moi, on est aussi dans un métier où on a beaucoup de solitude et les gens sont contents généralement de t'accueillir, alors pas forcément chez eux, mais de t'accueillir pour travailler avec eux, te mettre dans un même espace pour bosser et tout. Top. Profitons-en. Et puis Facebook, au passage, essayez, hein, tu mets chez qui est-ce que je viens dormir la semaine prochaine, où est-ce qu'on se crée un mastermind, ou comment est-ce qu'on se rencontre, et tu as forcément 10 ou 20 ou 30 personnes qui vont te donner des idées, etc., d'endroits à rencontrer. Après ça, il faut juste simplement se bouger les fesses et puis voir avec ses impératifs, peut-être, je sais pas si on a des enfants ou quoi, comment ça s'arrange, mais généralement, ça s'arrange. Carrément. Il me restait juste 2 questions, une que j'avais pas du tout prévue, mais que je sens là qui me tient à cœur. Tu parlais au début, donc tu as monté tes 2 business sur l'amour et sur, entre guillemets, l'argent, comment créer un business sur Internet. Et tu disais qu'en fait, quand on a ces 2 piliers en soi, pas grand-chose d'autre pour être plus heureux. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que pour toi, c'est important en fait d'être passionné pour lancer un business sur Internet? Est-ce que c'est la condition sine qua non, en fait, pour lancer un business sur Internet qui marche, d'être passionné par sa niche, d'être passionné par ce qu'on fait? J'en suis persuadé à 1000%. J'ai fait le test, hein, et tu as probablement fait le test aussi, d'autres ont fait le test. Si jamais tu n'as pas cette passion quand on parle, si jamais tu n'y crois pas toi-même à 200%, tu ne vends pas derrière. On va parler de vente. Basiquement, on va parler de fric. Je sais pas si ta chaîne parle de ça uniquement, mais on va parler de fric aujourd'hui. Si jamais, j'ai fait le test, quand tu vends des offres, et si jamais face à la caméra, tu parles d'une offre, mais tu n'es pas convaincu à 100% de ce que tu fais, tu ne vends pas derrière. Alors que si jamais, même si ton discours est moins bon, mais que tu es convaincu, tu vas vendre 10 fois plus derrière parce que tu vas transmettre quelque chose. Et on oublie souvent, il y a quelque chose qui s'appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien. Il me semble qu'il est, je peux me tromper, il me semble qu'il est juste derrière alors que le cerveau le plus évolué, il est devant. Le cerveau reptilien, c'est celui qui arrive en un coup d'œil à analyser plein de signaux de ton corps, le langage du corps. Est-ce que ce que tu renvoies est vrai ou pas? Et il est capable et après ça, c'est le cerveau le plus évolué qui prend le relais dessus, qui va se laisser convaincre par quelques arguments. Si jamais ton cerveau reptilien n'est pas convaincu que la personne que tu as en face de toi adore son produit et qu'elle y croit à fond, ton cerveau reptilien, il te coupe l'achat, il te coupe l'envie d'acheter. Je te donne un autre exemple. Quand j'étais jeune, j'ai écrit un guide de séduction qui s'est très bien vendu au passage il y a 10 ans de ça. Et dedans, j'expliquais plein de théories pour pouvoir. C'était l'amour. Alors aujourd'hui, je fais les couples, mais quand j'étais plus jeune, c'était la séduction. Et dedans, je donnais une technique magique pour draguer les filles dans la rue. J'étais tellement convaincu de ce que je disais, j'étais tellement convaincu que c'était vrai. Et j'ai oublié la phrase. C'était une phrase d'accroche à dire aux filles dans la rue. J'étais tellement sûr que c'était vrai. J'étais tellement persuadé quand je disais à ces jeunes, à mes étudiants en séduction qu'il fallait y aller, qu'ils y allaient et que ça marchait derrière. Et, et quand ils revenaient, ils me disaient oui, c'est grâce à cette phrase, c'est grâce à toi. Et en vrai, il y a un effet placebo. C'est juste que moi, je croyais que c'était vrai. Eux croyaient que c'était vrai et ils l'ont utilisé. Du coup, ils étaient sûrs que c'était grâce à ça. Parce que je dégageais ça. 2 ans après, je découvre qu'il y a d'autres phrases qui existent, etc. Et je crois un peu moins en cette fameuse phrase. Et je me dis, ce produit avait quand même bien marché, je vais essayer de le revendre. J'essaie de le revendre, mais comme j'y crois moins, parce qu'au fond de moi, je sais qu'il y a d'autres choses qui marchent mieux, comme j'y crois moins, j'ai fait 0 vente dessus. Alors que ça avait été mon best-seller 2 ans auparavant. Mon best-seller, c'était cette méthode. J'expliquais en vidéo pendant 1 heure comment faire ici et ça. Simplement, j'y croyais moins et j'ai moins vendu d'ailleurs. Tu dois être l'empereur de ton produit, l'empereur de ton message. Tu dois être la personne qui porte ce message comme si tu avais une trompette ou un mégaphone et tu dois en être sûr. Et je le vois même dans les entreprises, quand des fois, je me suis associé dans des SARL ou dans des projets où j'y croyais pas à 100%. D'ailleurs, le truc n'a pas vendu. Tu dois toujours croire à fond
à ce que tu fais pour réussir. Et pour draguer la femme de tes rêves au passage aussi. Ça marche dans les deux cas, carrément. Top, merci à toi. Et une dernière chose qui est hyper intéressante, tu as deux entreprises, finalement deux business qui tournent hyper bien. Comment tu arrives à gérer les deux? Comment tu arrives à t'organiser? Moi, pendant longtemps, j'ai énormément travaillé là-dessus, je continue à travailler là-dessus. J'ai énormément de projets, je fais aussi de l'investissement immobilier, etc. Et c'était justement un problème, entre guillemets, un challenge, d'arriver à gérer tout en fait. Et je me disais que des moments, j'étais pas du tout assez focus sur tel ou tel projet et donc ça faisait que je repoussais certaines choses et je mettais plus de temps à atteindre mes objectifs. Comment tu fais toi pour arriver à gérer les deux de front et d'autres projets peut-être derrière que tu as? Alors ça, c'est parce que tu étais dans, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'est parce que tu étais dans le club. Tu étais dans le club de ceux qui ont deux entreprises et qui veulent arriver à déléguer le tout. Et c'est aussi un club. Et tous ceux qui sont dans les mêmes problèmes. J'ai eu ce problème-là il y a 1 an et j'ai appelé 6-7 personnes. Les gens sont ravis en général de donner des conseils en plus. Si jamais tu as un problème, appelle autour de toi. Les gens sont ravis de te filer des conseils. Et il en est ressorti la chose suivante. La première, c'est que je faisais des tâches qui n'étaient pas les miennes. Alors, je te donne les grandes lignes. Un humain ne peut pas gérer plus que 7 personnes en même temps. Déjà, je ne sais pas si ça te correspond à toi. Moi, c'était mon cas, je gérais plus que 7 personnes. En vrai, l'esprit humain, même dans les très grandes sociétés, même le PDG de TF1, que je connais au passage, et même le PDG d'Apple ne gère jamais plus, n'a jamais face à lui plus que 7 personnes en frontal. Tout le reste, il faut le déléguer. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, dans mon cas, je réalisais des tâches qui n'étaient pas les miennes. J'aurais dû les confier à quelqu'un d'autre. J'aurais dû avoir une assistante, une secrétaire, un bras droit, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait un peu plus tard. J'ai recruté des gens là-dedans. Et quand tu vas voir, j'étais voir mon docteur, j'avais un rhume il y a quelques jours. Ton docteur, il a une assistante qui prend tes rendez-vous, qui fait ton planning, etc. Et même si tu vas voir après ça un chirurgien, le chirurgien, non seulement il a une personne qui fait le secrétariat, il a aussi une personne derrière qui va lui donner les outils au moment où il va faire son opération, par exemple. Et il ne fait que ce dans quoi il est bon, en fait. C'est les opérations chirurgicales. Et il est important de s'entourer de gens, de se prendre une secrétaire qui va faire ta paperasse, de prendre une… Alors, les gens disent que ça coûte cher, mais en vrai, tu as plein d'assistantes à 10 € de l'heure qui peuvent te libérer de faire toute ta paperasse. Je ne dis pas que tu n'en feras plus jamais de ta vie, mais en tout cas, tu as plein de gens qui peuvent t'aider. Et si jamais tu veux scaler et augmenter en niveau et devenir la personne incontournable, tu es obligé. Tu es obligé de passer par une aide, par des gens qui vont te seconder, par un bras droit, par une assistante, par ce que tu veux. Tu es obligé de passer par des gens qui vont faire ça à ta place. Et en vrai, une fois que tu as la bonne équipe autour de toi, que tu peux tout confier, j'ai fait il y a une semaine de ça, petite anecdote, je ne sais pas si on a le temps, j'ai fait il y a une semaine de ça le test, ça s'appelle de l'homme dans le plâtre, que je l'ai inventé, je ne sais pas si ça existe, mais je l'ai inventé. Et ça consiste à faire la chose suivante, à ne pas taper une seule chose sur son ordinateur. J'ai pris mon téléphone et WhatsApp et j'ai simplement envoyé des tâches à tout le monde. Et on pouvait me contacter sur WhatsApp, mais je n'écrivais rien comme si je n'avais pas de main. Je pouvais juste appuyer sur un bouton avec quelque chose. Et j'enregistrais mes messages et je les envoyais aux gens pour qu'ils se débrouillent comme si j'étais pas là. Et ça m'a fait prendre conscience de toutes les tâches que je devais gérer alors que j'aurais dû les déléguer à quelqu'un d'autre. Et si jamais tu veux être successful, de toute façon, l'objectif d'un entrepreneur ou d'une personne qui vend de l'information, c'est de l'envoyer au maximum de gens possible. Tu as deux missions si jamais tu es web marketeur, par exemple. Tu as 2 missions. La première, c'est t'améliorer toi, être toujours le meilleur, travailler ton discours, etc. La deuxième, c'est envoyer ce message au plus de monde possible. Et pour qu'il soit envoyé au plus de monde possible, il faut se concentrer dessus. Il faut créer des vidéos, créer des audios, créer des emails, créer des stratégies, etc. Et il ne faut surtout pas être dérangé par tout le reste, par le secrétariat, par le SAV, par la réponse à des emails. En fait, tout ça devrait être, il faut déléguer au maximum pour que tu te concentres sur ton objectif, t'améliorer et envoyer ton message au maximum de gens, créer tes stratégies. Top. Donc pour toi, vraiment, la base, ça serait déjà, je pense, pour démarrer, de démarrer par déléguer toutes les tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée, en fait, comme tu l'as dit, tout ce qui est réponse Exactement. aux emails, SAV, etc. quoi. Tout déléguer, tout déléguer, tout déléguer. De toute façon, après ça, c'est aussi la question, c'est combien vaut ton heure. Si jamais une personne me dit, ouais, mais j'aime bien faire le SAV, tu vois. Je dis, ok, combien vaut ton heure? Il me dit, bah, moi, je vends du coaching à 120 € de l'heure, ce qui est génial, tu vois, ou 60 €, 70 € de l'heure. C'est chouette. Mais les tâches de SAV, en vrai, ça vaut 12 € de l'heure, ou 13, ou 14, ou 15, alors selon si on compte ça en net, en brut, ou en auto-entrepreneur ou pas, ou en salarié. Mais il faut que tu délègues toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée
et où finalement tu peux être remplaçable par quelqu'un qui coûte moins cher que toi à l'heure. Et pendant ton heure, profite de cette heure-là pour pour appeler un client et vendre quelque chose à 2000 € en fait. Et tu es rentable. Et pareil, et en vrai, dans ce mécanisme, c'est pareil sur toutes les choses de toute ta vie. Si jamais je fais tomber un verre d'eau par terre, est-ce que je dois le ramasser? C'est une caricature. Est-ce que je dois le ramasser ou pas? Ou est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à le laisser par terre, à me dire qu'une femme de ménage passera derrière? C'est vachement discutable comme exemple, mais… Et en fait, je trouve pas ça discutable comme exemple parce qu'en toute transparence, tu vois, j'ai pris une femme de ménage il y a 6 mois et pourquoi je l'ai prise? En ayant eu ce déclic, en fait. En me disant, mais en fait, merde, tu gagnes combien à l'heure? Eh ben, tu gagnes entre 150 et 200 € minimum à l'heure. Mais en fait, qu'est-ce que tu t'emmerdes à perdre une heure à faire ton ménage? Et en plus, ça crée un petit conflit dans ton couple parce que tu sais jamais qui doit le faire. Là, tu as résolu ce conflit-là et en plus, finalement, tu as plus de temps dans ton entreprise qui derrière te permet de générer beaucoup plus, quoi. Donc, non, j'adore cette métaphore du verre d'eau, quoi. Elle fait pas que le verre d'eau, mais… Et au début, enfin, je ne sais pas comment est-ce que tu as été élevé par tes parents, etc. Nous, on était dans le fait que chaque enfant devait ranger la vaisselle, que tout le monde devait contribuer à la maison, etc. Et je pense que je peux me faire détester pour ce genre de mentalité. Mais arriver à un moment donné, arriver à passer de cette… T'es éduqué pendant, je sais pas, 18 ans ou 20 ans ou 25 ans par tes parents chez toi, d'une certaine manière, où tout le monde doit contribuer, aider, etc. Et arriver à changer, à se dire aujourd'hui, la ressource la plus précieuse que j'ai dans ma vie, c'est mon temps. Comment faire pour optimiser ce temps-là? Parce que tu as vite fait d'être débordé au final. Enfin, être auto-entrepreneur, c'est comme les hommes cirque ou les hommes musique qui ont une cymbale devant, qui ont de l'harmonica derrière, un tambour dans le dos, etc. Tu fais tout en fait. Et le temps devient ta ressource la plus rare. Et derrière, tu te dis comment est-ce que je fais derrière pour générer 10 millions par an? Et obligatoirement, tu es obligé de te demander quels sont les moments de ma vie, quel est le temps que je peux gagner. Et non seulement, alors peut-être qu'en plus, tu n'aimes pas faire le ménage, donc c'est génial, toi, d'avoir fait le ménage. Mais en plus, c'est de se dire que ton cerveau, si tu veux mettre en place des stratégies qui sont gigantesques et géniales, tu as besoin d'air, en fait. Tu as besoin de périodes où tu es libre, où tu fais rien, tu as besoin de réfléchir pour derrière être au maximum. Et le verre d'eau qui tombe par terre, clairement, tu ne devrais pas le ramasser. Tu devrais laisser ce verre d'eau par terre et te dire, quelqu'un le fera. Et j'ai gagné 30 secondes. Et à force de penser comme ça, dans toutes les choses du quotidien, dans tout ce que tu fais, à force de penser comme ça et de te forcer à penser comme ça, à laisser ce verre d'eau par terre, tu vas finir par prendre quelqu'un qui va t'aider, qui va t'assister, qui va faire toutes les tâches à ta place. Et tu vas réussir à diffuser plus largement ton message et à être plus riche au final. Et à créer de l'emploi. Tu as créé l'emploi d'une femme de ménage, d'une assistante, d'un bras droit, etc. Donc, pensez maintenant, ceux qui regardent cette interview, si vous faites tomber un verre d'eau, pensez à ne pas le ramasser et à le laisser. Non, je trouve génial le fait que tu dises, et c'est important pour terminer là-dessus, de se forcer en fait. Dans la métaphore du verre d'eau, on peut en faire 10 milliers comme ça, mais c'est justement en fait, c'est un état d'esprit, je pense, à avoir au fur et à mesure, et on ne l'a pas comme ça du jour au lendemain. Et même moi encore sur certaines choses, et je pense toi aussi, on est obligé de se forcer, de se dire, si je veux réussir, je dois penser comme ça finalement. Ouais. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Antoine. Je te laisse conclure en nous partageant un petit peu tes projets pour 2019 et je te laisse terminer par un dernier mot. 2019, l'année la plus sociale du monde, et c'était déjà le cas avant, et c'était encore, ça fait 5 ans que c'est le cas, et ça sera encore plus. C'est mon année, je vais essayer d'en faire une année sociale, ouais. Et encore une fois, dans la gestion du temps sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'important. Moi, c'est mon défi, c'est arriver à utiliser les réseaux sociaux sans me noyer dedans, sans y passer des heures à regarder des notifications, etc. Et ça va être, c'est mon défi, ouais. Arriver à augmenter en volume, partager à encore plus de monde mon message et sans pour autant me noyer dans le système d'information. Top, un beau challenge pour 2019. Ouais. Et merci, un grand merci de m'avoir interviewé. Merci à toi, Antoine. À très bientôt. Salut. Salut, bye.